La Fresh Morning. UrbanFM.fm. UrbanFM.fm. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. On a un invité ce matin. Oui, rebonjour tout le monde. Évidemment, on a un invité ce matin. Vous savez que nous sommes au lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Franck-Emmanuel Isozen Ngondé, que tout le monde a eu le plaisir de saluer la nomination à la tête du gouvernement. Évidemment, c'est un diplomate chevronné, quelqu'un qui a occupé d'autres fonctions ministérielles avant d'occuper la tête du gouvernement de la République. Donc évidemment, hier, il s'est agi pour lui d'aller sacrifier à un exercice constitutionnel qui consiste à faire en sorte que le gouvernement puisse aller présenter devant les parlementaires, donc la représentation nationale, les objectifs qu'il entend atteindre durant soit le mandat ou en fonction de la prise on va dire de fonction de l'équipe gouvernementale. Donc c'est évidemment ce que est allé faire à l'Assemblée nationale hier. Et vous savez qu'en réalité, le gouvernement, le Premier ministre, dès qu'il est nommé et que le gouvernement est mis en place, il dispose de 45 jours pour pouvoir se présenter devant les parlementaires. Et on avait des urgences, évidemment. Vous avez vu qu'ils ont le gouvernement actuel a brillé par une invention, on peut dire une originalité, c'est qu'avant même d'aller à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, on a eu beaucoup de reproches allant dans ce sens-là. Ils ont eu à mettre en place ce qu'ils ont appelé le programme des 100 jours. Donc évidemment, certaines personnes ont pensé que vu la situation qui est aujourd'hui celle de l'institution Assemblée nationale, notamment en rapport avec le fait que cette institution a été victime, comme de nombreuses autres institutions dans notre pays, du moins des commerces. Ils ont fait la réunion là-haut à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Mais donc, c'est brûlé, non? C'est là où je voulais en venir. Donc l'Assemblée nationale avait été victime des vandales lors de la situation ou de la crise post-électorale. Donc évidemment, beaucoup se demandaient si le fait d'annoncer les premières mesures des 100 premiers jours du gouvernement n'était pas une façon déjà d'anticiper sur la déclaration de politique générale devant les parlementaires. Nul n'en a été. Et hier, Isozen Ngondé et son équipe sont allés au Parlement divisé avec la représentation nationale. Donc, c'est pour cela que nous invitons aujourd'hui M. Frédéric Ntouré-Toua, que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui une personnalité très suivie parce qu'elle ne manque pas de prendre de son temps pour pouvoir diviser avec non seulement les populations, mais également répondre aux invitations des médias pour discuter ensemble de la politique nationale. Donc, M. Frédéric Ntouré-Toua, bonjour. Bonjour, Steph. Alors, votre première impression, vous étiez à l'Assemblée nationale hier. Comment vous avez apprécié le discours du Premier ministre? D'abord, je dois vous remercier pour m'avoir fait honneur une fois encore de m'inviter ici à Urban FM. Non, je pense que le discours de déclaration de politique générale du Premier ministre Isozen Ngondé était à la hauteur des attentes. Le ton, modeste, plus fini, ces micmacs professoraux, on venait nous faire des cours au Parlement. Et l'originalité de sa déclaration de politique générale porte sur la déclinaison des points clés, c'est-à-dire aller dans les détails et en donnant même des pistes stratégiques de ce qu'il entend faire pour véritablement s'astreindre aux prescriptions du président de la République par rapport au mieux essor, au devoir, au défi de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. J'aimais donc son style, sa méthode, qui a consisté à aller dans les détails sur 3 paliers essentiels: le social, la politique, en termes d'apaisement, de stabilité, de cohésion nationale, et l'économie, le travail.
Alors, le Premier ministre d'emblée a décliné des enjeux. Je pense qu'il a rappelé que les grands défis de l'heure, c'était d'abord de faire en sorte que le Gabon soit respectueux de ses engagements sur les stratégies internationales du maintien de l'équilibre des écosystèmes. Il a rappelé la contrainte du gouvernement à développer le système éducatif gabonais. Il est revenu sur l'impérieuse nécessité de maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. Il a fait sienne tout ce qui a été fait sous l'impulsion du président Ali Bongo Ondimba lui-même, c'est-à-dire la diversification de l'économie en tenant compte véritablement non plus de la récitation des chiffres, mais de rechercher l'impact direct de toutes ces stratégies de réorganisation, de redressement de notre économie en faveur des populations, surtout les plus vulnérables. J'ai aimé lorsqu'il a fait état de la nécessité pour les opérateurs de pêche de reverser 30% de leur production au Gabon. J'ai aimé lorsqu'il a rappelé tout ce qui est prévu pour renforcer le dispositif de graines et d'autres programmes liés au renforcement des stratégies de développement de l'agriculture au Gabon. J'ai été d'accord avec lui lorsqu'il a appuyé l'engagement et affirmé l'engagement du gouvernement qu'il conduit en ce que l'État porte un regard accru sur le développement des questions de l'éducation et de formation, en portant un regard beaucoup plus accru, j'allais dire affirmé, sur la nécessité de s'orienter vers les formations beaucoup plus pointues dans le secteur minier, le secteur du pétrole, etc. Mais on a quand même remarqué que la question politique était quand même avait été en bonne place, notamment en rapport avec le dialogue. Vous, aujourd'hui, quelle est la lecture que vous avez de cet appel au dialogue, de cet engagement à aller au dialogue? Qu'est-ce que vous donnez comme analyse par rapport à tout ce qui se dit? Bon, moi, c'est pas une nouveauté, le dialogue. On peut mettre des épithètes qu'on veut, inclusif, politique, sans tabou et tout ce que vous voulez. Le dialogue, c'est constant. C'est dans nos mœurs politiques. Vous verrez qu'à chaque fois, notre pays s'est donné, souvent au travers de nos dirigeants, le feu président Bongo, aujourd'hui le président Ali Bongo Ondimba, pour être en phase avec des exigences, parfois des attentes de nos populations, ou de coller à l'agenda international, pour souvent donner aux Gabonais la possibilité de porter leurs avis sur le fonctionnement de notre pays. Moi, je ne pense pas que le dialogue soit nécessairement lié à la question des élections présidentielles. Ce dialogue avait été demandé par l'opposition avant des élections. Le président a affirmé son engagement. Il faut rappeler que pendant que l'opposition demandait, le président et le gouvernement s'y refusaient. Oui, mais les tons, c'est-à-dire ce qui gêne parfois, c'est la manière. C'est ce que les syndicalistes font aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donner les injonctions à ceux qui gèrent l'État. Il faut être clair. Et puis, on ne va pas en négociation de façon tout à fait obligée. C'est pas vrai. Actuellement, vous ne pensez pas que l'opposition se retrouvait dans la même posture où ils ont l'impression qu'on leur force la main? La question qu'on devrait se poser, est-ce que le dialogue n'est nécessaire qu'avec l'opposition? Le dialogue, c'est pour amener le pays à réfléchir sur les fins qu'il poursuit, au fin de s'adapter aux exigences de développement, au plan économique, culturel, social, politique, etc. La réforme de nos institutions. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que ceux de l'opposition qui ont la potion magique de savoir réellement les mécanismes ou des insuffisances? Vous voulez dire qu'on peut faire un dialogue sans tenir compte de le camp adverse? Mettez un contenu au dialogue. Mettez par exemple une innovation qui porterait sur la limitation d'âge pour être candidat à une élection présidentielle. Vous pensez que Ping va accepter que la Constitution stipule clairement que quelqu'un de plus de 70 ans ne soit pas candidat, par exemple? Mais au PDG, le débat sera, je suis sûr, très nourri sur la question. L'élection à 2 tours. Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à partir de l'élection à 2 tours à 1 tour? C'était des raisons économiques et financières. L'élection coûte cher. Déjà à 1 tour, c'est cher. Et il fallait aller au 2e tour. Au 2e tour, il y avait une menace sur notre
Vous vivre pensez que ensemble. ce sont les types de sujets qui seront abordés durant entre cette autres, concertation? Entre autres, par exemple, sur le volet social, aujourd'hui, vous avez les syndicats qui ne s'astreignent pas au contenu des dispositions de la loi 1892. Par exemple, un membre d'un bureau syndical, lorsqu'il est là-dedans, il ne devrait plus avoir sa solde de base au budget. Mais ça, c'est quand il a mis la disposition de son syndicat. Ils doivent, dès que vous êtes membre de votre bureau syndical, vous ne vivrez plus que des cotisations de vos syndiqués qui devraient vous constituer des émoluments. Et puis l'État se limitera à vous donner vos allocations familiales. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le Premier ministre a proposé un autre dialogue, mais un dialogue beaucoup plus social avec les partenaires sociaux? Je pense, nous avons besoin d'une détente sociale. Je pense qu'il faut d'abord être gabonais, et ça le Premier ministre l'a rappelé. Il faut aimer le pays, il faut aimer le Gabon. Nous n'avons pas un pays de rechange. Certains ont pris la posture de croire qu'il a fallu qu'ils viennent là pour nous suggérer ou inventer des solutionnements à des questions latentes, des questions d'ailleurs qu'ils ont toujours eu du mal eux-mêmes à cerner ou à apporter des réponses. Donc, nous sommes dans une dynamique de changement. Ça, il faut le dire. Et puis, il a lieu pour un temps que les Gabonais se retrouvent marqués un temps d'arrêt pour regarder notre dispositif électoral, qui, à mon sens, pose quand même problème. Ne serait-ce qu'au niveau du chronogramme des élections au Gabon. Vous savez que ce pays fait trop d'élections. Tous les 8 mois, nous sommes devant une nouvelle élection. Expliquez-vous. Là, on ne Nous comprend sommes pas. partis des présidentielles. Vous aurez prochainement des législatives. Après les législatives, on rentre au local. Les locales, on est au sénatorial. On revient au présidentiel. Mais il y a une une périodisation. Oui, mais je voudrais dire, pour gagner du temps, puisque nous sommes un pays en voie de développement et nous avons aujourd'hui des objectifs beaucoup plus voués au développement économique et social du pays, est-ce que trop de politique n'est pas un fait, j'allais dire, bloquant de cet engagement, de cet engouement que le président cherche à susciter sur le Gabon du travail? Je voudrais dire qu'on peut revenir à une élection générale, c'est-à-dire combiner l'élection législative. Vous n'êtes pas séduit par ce qui vient de se passer aux États-Unis. On vote en même temps. Non, écoutez, je ne suis pas d'accord avec le système américain. C'est vraiment un système. Au-delà du mécanisme des grands électeurs. Un système hybride. Madame Clinton gagne l'élection au suffrage universel direct et Trump gagne au tapis rouge avec Vous voulez dire que Trump serait non, ça veut dire le système mal élu? On peut dire ça en Afrique. C'est leur système à eux. C'est leur système à eux. Très Mais bien. ce qu'on constate, c'est que là-bas, c'est la loi des partis politiques. Très bien. Monsieur, On revient à la moi, j'ai une déclaration de question. politique Moi, j'ai générale. une question. Est-ce que, je sais que peut-être que vous n'êtes pas le Premier ministre, en général, on a fait, depuis 1990, on essaye de remarquer que les premiers ministres font en moyenne 2 ans. La déclaration de politique générale du Premier ministre, elle paraît longue et le projet semble vraiment... 52 pages. Ouais, le projet semble vraiment grand. Est-ce que le Premier ministre et toute son équipe, selon votre observation, vous qui êtes un acteur politique et un acteur de l'administration, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils peuvent mettre en pratique tout ce qu'ils ont dit hier? Bon. Ou bien c'est encore un discours comme un autre? Écoutez, parce qu'il y a des questions qui sont élaborées dedans qui, de l'entendement du Gabonais moyen, sont simples. Paraissent comme de nouvelles chimères qu'on leur propose. Non, les chimères, non. Je pense que... Là, ce serait bien ajouter à cela, ce serait bien qu'on essaie de coller à la question de Dafresh. Comment on va faire pour réaliser tout ce qui va être réalisé quand on sait qu'on est passé de 1500 milliards en recettes pétrolières à 400 milliards aujourd'hui. Il y a tellement d'argent qui manque en fait et tellement de projets à venir. On s'attendrait plus à qu'est-ce qu'on sacrifie. Le train de vie de Puisqu'on n'a l'État. plus assez d'argent, à part qu'est-ce qu'on va faire? Le train de vie Puisqu'on de n'a pas assez l'État n'est d'argent. pas... Je pense que vous avez bien suivi le Premier ministre Isozen Gondé. Lui-même, il est revenu sur les chiffres en indiquant qu'effectivement, il ne serait plus réaliste d'aller dans tous les sens. On va simplement s'en tenir à ce qui est réalisable avec les moyens de l'heure et ce qui porte véritablement, qui correspondrait aux desiderata des populations gabonaises. Non, je voulais rebondir sur ce que Sef a dit et d'entrée de jeu sur la déclaration du Premier ministre
Les 100 premiers jours. Non, les 100 premiers jours, je pense que c'était à l'infinitif. Il a parlé de relancer, la nécessité de relancer, de revisiter, la nécessité de réétudier. Il n'a pas dit lance, fait. Le gouvernement s'est engagé, je pense, lorsqu'il a parlé des 100 premiers jours, d'indiquer des grands chantiers qui étaient visibles. Il fallait faire une relecture des préoccupations ou des priorités qui étaient... Vous ne pensez pas que c'est une interprétation de votre part? Parce que je n'interprète pas. Au sein de la population, les mesures qui ont été présentées pour les 100 premiers jours pour les populations, ça doit être réalisé d'ici au plus tard fin janvier. Vous avez bien vu dans sa déclaration sur les 100 jours qui s'est agi aussi des projets que pendant 7 ans, nous avions lancé, mais qui sont toujours en cours. Donc ces projets, il a ajouté d'autres innovations, notamment sur la réforme du système fiscal douanier. On a vu l'affaire d'exploitation des véhicules, par exemple. Exactement. C'est une information assez intéressante pour ceux qui en faisaient un motif de contestation, ou tout ce qui se fait à la diaspora au niveau de l'extérieur pour les Gabonais qui sont là-bas. Non. Je pense que le Premier ministre est resté dans le cadrage des prescriptions du chef de l'État. En ce sens que c'est toujours bon pour la communication, pour l'intérêt de tout le monde, de dire ce que l'on pense, ce que l'on veut. La vision est là. Maintenant, à faire un agenda, à lier cela à un agenda ou à des contraintes budgétaires, ça aussi c'est un exercice. Et c'est ça la vocation du gouvernement. On n'apportera pas systématiquement des solutions à tout, mais on devra s'astreindre à travailler sur toutes ces questions de façon permanente et régulière. Bien, le social, au niveau du social, l'éducation est revenue au premier plan parce que les députés, lors du débat, évidemment, ont invité le gouvernement à faire plus au niveau de l'éducation. Vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement a pleinement les possibilités pour satisfaire aujourd'hui les exigences du monde de l'éducation? Oui, mais là aussi, quand même, je pense qu'il faut se réserver de trop de mots pour regarder les choses de façon plus simple. J'ai entendu quelqu'un faire une sorte de projet, on appelle ça la décentralisation. Non, les problèmes qui sont ceux de l'éducation nationale aujourd'hui, comme à la santé, sont des problèmes qui découlent de notre système d'organisation administrative, la manière dont l'État a laissé faire. Pendant longtemps, pas autant d'années, bien avant, nous avons vu nos villages se vider, les localités de l'intérieur du pays pour des raisons infondées. Vous savez que pour venir en milieu urbain, à l'époque, nos parents venaient pour les raisons sociales. Soit on venait faire l'école ou alors on venait pour un travail. Aujourd'hui, nos cités urbaines sont devenues des ghettos à ciel ouvert. Ça veut dire que la question de l'éducation, pendant qu'à Libreville, vous cherchez à ouvrir ou à créer des salles de classe, mais à l'intérieur du pays, il y a des écoles entières fermées par manque d'élèves. Moi, je pensais que l'une des stratégies, la décentralisation, c'est la quête des stratégies visant à donner le pouvoir aux élus locaux. Ça, c'est le rôle de l'élection, enfin, des collectivités locales. Mais entre-temps, l'État central a le pouvoir de régler en urgence un certain nombre de questions qui clochent. Qu'est-ce que vous Je prendrai un exemple simple. Regardez la plupart des retraités gabonais qui sont originaires de l'intérieur du pays et qui s'obstinent à vivre à Libreville, par exemple. Est-ce que c'est de l'obstination parce que les conditions ne sont pas réunies aussi? Oui, mais attendez. Il y a certaines conditions, par exemple, nous sommes un pays en voie de récupérer développement. Je pense qu'il faut quand même souvent essayer de prendre des mesures fortes qui indiquent aussi la voie. Je voudrais revenir sur la question des retraités pour dire, est-ce que vous trouvez convenable qu'un Gabonais qui a rendu des nobles des services à l'État, qui va à la fin de sa carrière administrative, perçoive sa rente, reste à Libreville, cette rente ne sert plus non seulement à embellir sa survie de façon tout à fait convenable jusqu'à la fin de ses jours, non, c'est pour essayer de se mettre dans le magma des vicissitudes de Libreville. Non, je pense qu'une bonne retraite, un retraité de Mbigou, qui a une famille, à l'intérieur de laquelle famille il y a des enfants à scolariser, le jour où il est à sa retraite, il faut que l'État, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique et du budget,
s'arrangent à ce que ces pensions soient payées dans leur coin, dans leur localité d'origine pour se retraiter. Ce n'est pas du travail en plus pour la fonction publique. Ce n'est pas difficile. Je connais M. Ogandaga. Je connais le ministre du budget qui est là en ce moment. S'il vous plaît, c'est un simple à fichier. redynamiser le ministère de la fonction quand on est publique. retraité, on est vieux, on est fatigué, il faut bien se soigner, il faut bien se nourrir. Si on n'a pas Si on était un genre de retraité... Mais tous ceux qui sont retraités ne sont pas malades, écoutez. Non, je n'ai Mais pas ce dit sont les malade. infrastructures Mais ce sont des qui infrastructures manquent qu'il faut à mettre en l'intérieur du place. pays. Mais C'est les de mettre en infrastructures, place votre solution. je voudrais vous dire ici, maintenant, qu'il y a des hôpitaux. Je prends le cas de ma localité d'origine, Makoko. Vous avez 2 structures médicales de bonne qualité à Makoko. Ce que vous allez constater, c'est plus de 70% des retraités originaires de Logo-Vindo vivent à Libreville. Or, ces gens-là sont à la tête de nombreuses familles avec femmes, enfants. Aujourd'hui, les routes se font. Le système sanitaire s'améliore. Il y a d'autres attentes. Et puis, l'activité économique informelle déjà, qui omet des expatriés au niveau local. Je prends le cas de Makoko. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de nationaux ont la faculté de se mêler, de s'impliquer et d'y gagner proprement leur vie. Moi, je connais les parents qui sont aujourd'hui à Libreville pour des raisons que nous ne connaissons. Mais leur vie, c'est la croix et la bannière. Or, ils trouveraient une vie beaucoup plus commode, des opportunités de vivre convenablement dans leur localité d'origine. Dès lors, il faut créer des mesures Donc, il faut incitatives. décongestionner. Moi, je suis donc pour la déconcentration des services. C'est-à-dire qu'il faut davantage donner du pouvoir à nos préfectures, à nos gouvernements. J'ai aimé le Premier ministre sur le comité de lutte contre la vie chère. Il donne véritablement des prérogatives à des autorités locales pour essayer de regarder plus en détail le suivi et la mise en œuvre de cette vision, d'ailleurs, qui est du chef de l'État lui-même. Bon, aller dans le même sens, on parle de décentralisation, évidemment. Moi, je parle de la déconcentration. Oui, la décentralisation, ceux qui en parlent, c'est bien. Mais dans les grandes écoles en France, on a des filières qui forment des gens sur la gestion de la localité. Nous n'en avons pas. Il faut qu'il y en ait. Mais justement, mais il y a un maire, il faut être honnête, un tout même Jean-François, qui avait déjà négocié un partenariat entre la mairie de Libreville, les PSA et l'ENA pour commencer à envoyer des agents municipaux en formation dans ces écoles-là. Je pense qu'une filière portant essentiellement sur ce volet avait été... ils avaient convenu de mettre en place des filières pour former les personnels des collectivités locales. Mais il faut d'abord le faire. On a par exemple une administration... À une époque, on a déclaré l'éclatement de l'administration centrale en 3 blocs. On parlait de l'administration centrale, on parlait de l'administration hospitalière et celle parlementaire, etc. On en est où avec? Or, ce qu'il faut faire aujourd'hui, le gros des personnels de l'administration publique, qui n'est plus tout à fait indispensable dans le dispositif de fonctionnement de l'administration centrale de l'heure, peuvent être redéployés, renvoyés à l'école, au fin de leur amener à avoir la main sur la gestion des questions des collectivités locales. Parce que si vous faites la décentralisation avec des mots et des intentions politiciennes, mais on retombe sur les mêmes choses. C'est-à-dire que vous allez amener ceux qui ont échoué à gérer l'État central, à aller continuer à siphonner les collectivités locales. Qu'est-ce que nous constatons? Par exemple, l'affaire des 9 provinces. Non seulement c'est devenu un écueil sur le plan du vivre ensemble, mais ça commence aussi à ne plus donner un sens à ce que nous sommes. Pourquoi ne pas créer 4 ou 5 pôles économiques au Gabon? C'est-à-dire les régions. Les régions au sens de regrouper certaines des provinces existantes de l'heure pour booster le développement en donnant la possibilité à ces régions de regenter l'économie, de créer, donner la possibilité aux PME locales pour essayer de... Par rapport à cette affaire de décongestion, enfin, la perspective de décongestionner Libreville, les PME qui ont des prestations au plan local, pourquoi les payer à Libreville? Tout cela, il faut amener les gens, les Gabonais. Et là, je salue au passage les populations de Wellington qui ont compris, et ceux du Haut-Ogooué. Parce que quand vous allez dans ces 2 provinces, vous trouvez les retraités. Ils sont là-bas, les anciens, qu'on connaît, les Tibachar et tout, ils vivent à Franceville. Wellington, ça je ne vous l'apprends pas, vous verrez qu'il y a des anciens administratifs, des professeurs d'université et tout, qui sont dans leur localité d'origine, qui vivent, ils mènent une vie convenable. Alors, donc, moi, je pense que d'autres provinces peuvent suivre cet exemple, mais en donnant plus de pouvoir, déjà, aux gouverneurs actuels, aux préfets et tout, pour essayer de... La question de l'école. Vous trouvez normal qu'on affecte un enseignant à Menkambo
Comme il sait que c'est le principal du CS de Menkambo qui va signer sa reprise de service, c'est son collègue qui sont d'abord anciens à l'origine. Et devant tout ça, c'est la population qui, les enfants, les pauvres qui payent, qui triment, et le préfet est spectateur. Non, il faut revenir à ce que ce soit le préfet qui établit cette attestation de prise de service à un agent qui est déployé à l'intérieur du pays. Ce préfet aura un rôle, non seulement ce que l'on voit qu'ils essaient de faire aujourd'hui, mais il faut renforcer l'autorité de l'État. Renforçons d'abord l'autorité de l'État lui-même avant de mettre en combinaison d'autres entités de complémentarité. Pour revenir à la question sociale, le Premier ministre a lors de son allocution, il y a eu une proposition qui est sortie des députés où on demandait est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, finalement, de peut-être mettre le secteur de la santé et de l'éducation sous le même régime que, par exemple, les militaires, les astreindre de la politique, les sortir du carcan du débat politique. Mais vous savez, encore une fois, le gouvernement a tous les leviers. Vous voyez un pays comme la France, il y a des secteurs interdits de grève, par exemple. Vous ne verrez jamais à la télévision comme ça des agents des impôts en France ou dans d'autres secteurs qu'on trouve névralgiques, stratégiques, en train de... Non, je pense qu'il y a une discipline à observer. Tout est question de la responsabilité personnelle et collective. On peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Pourvu qu'on y soit véritablement concentré un temps soit peu, on avancera. Alors, vous me dites que le Premier ministre a annoncé... Bon, le Premier ministre n'invente rien. C'est les questions, vous et moi, tous les jours. Les Gabonais, on connaît les problèmes que nous vivons et ont même des pistes de solutions. Mais il suffit qu'un temps soit nous asseyons pour essayer de rassembler nos opinions, pour convenir de quelque chose de plus commode. Alors, sur le plan économique, on sait qu'il y a eu dans notre pays un ralentissement en termes d'investissement, en termes du potentiel économique de la nation dû à la récession, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, on voit que le Premier ministre a annoncé la mise en place de nouvelles stratégies pour pouvoir renflouer les caisses d'État, notamment la refonte du code des impôts, mais également la mise en place d'un impôt foncier. On connaît ce que représente la question foncière dans notre pays. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui pourrait être acceptée des populations aussi facilement? Nous sommes un pays en voie de développement. Le Congo-Brazzaville l'a fait. Vous trouvez normal que les gens s'accaparent des terres, ils interdisent, ils font même l'apartheid là-dessus au nom de village ancestral, non, la terre appartient à l'État. Ceux qui occupent les grands espaces doivent payer. Tous ces immeubles qui poussent, les gens gagnent de l'argent. Qu'est-ce que l'État tire de ça? Nous avons des niches de recettes. Regardez l'impact de l'économie informelle. Ça a même pris de l'ampleur, plus la population, la démographie est galopante. Au niveau des centres urbains, mieux le commerce informel prend de l'ampleur. Regardez tout ce qui revient du Cameroun, de la Chine, qu'on déverse dans les rues. Le nombre de commerçants ambulants qu'il y a aujourd'hui par rapport aux... Non, je pense que le gouvernement doit affirmer son autorité. C'est la question foncière, même l'État, ceux qui demandent des nouvelles salles de classe. Vous savez, c'est devenu difficile pour le gouvernement de trouver un site pour bâtir une école. Le problème foncier. On a déploré les lenteurs de l'administration, de l'habitat et de l'urbanisme à l'époque. Je pense que le président a envisagé, a su anticiper en créant l'agence, la NUTC. Mais aujourd'hui, je pense que le Premier ministre, dans l'énumération des urgences, a parlé de la réforme de cette structure. Bon, vous n'avez pas évoqué la réduction des frais au niveau du port pour concourir de façon efficiente à la réduction de la vie chère. Ça aussi, du côté d'Ovendo, nous avons l'amplification, si vous voulez, le développement d'un port, qui sera dans les normes. Non. Donc, si dans le gros, si vous voulez, des pistes stratégiques visant à redresser notre système économique robuste, la question, c'est l'homme qui est au centre de tout cela. Je pense que la déclaration de politique générale du Premier ministre est un tout petit peu la reprise de la vision politique que le président a déclinée pendant sa campagne. Je pense que le Premier ministre est resté fidèle aux prescriptions du président. Maintenant, quant à la mise en œuvre, vous avez évoqué un problème, et là je retrouve le doyen hier, Bert André Dieudonné,
qui interpellait le Premier ministre à l'idée de l'impérieuse urgence de ressouder le gouvernement. C'est-à-dire que c'est un collège. Aucun ministre n'est bon ou mauvais. C'est tout le gouvernement qui est bon ou mauvais. Donc, la solidarité, il a appelé la solidarité gouvernementale, c'est ce qui importe. Et puis, il faut réduire l'incivisme dans certaines administrations. Moi, je vois les directeurs généraux qui se croient au-dessus des ministres de la République, par exemple. Oui. Vous avez des écueils, ils sont là, c'est des problèmes humains. On en est même arrivé à des objectifs comme la privatisation. La privatisation, on a concédé notre patrimoine à des gens qui sont venus avec des faux brevets, etc. Hier, j'ai écouté le Premier ministre revenir sur l'imminence de la fin de la session avec Violia sur la SEG. Ce serait une bonne idée. Est-ce que les Gabonais eux-mêmes étaient incapables? Parce qu'à l'époque, on privilégiait l'individu qui était là, qui commettait les gaffes, qui faisait tout le désordre voulu. Et qu'on ne pouvait pas sanctionner, on déplaçait la question sur les structures. Résultat, on a fait des réformes inutiles, on a tenté de redresser certaines entités alors que le problème n'était pas là-bas, le problème c'était au niveau. Regardez ce qui se passe à la Poste. Vous et moi avions suivi la télévision. Le Premier ministre est revenu là-dessus. J'ai eu froid au dos de savoir qu'il y a des compatriotes capables d'aller comme ça dans une banque, se servir librement, sans qu'il n'y ait aucune crainte, ni du pays, ni de sa justice, ni rien. Et ces gens sont connus depuis des années, rien n'est fait contre eux. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, le Premier ministre, auront la possibilité ou les moyens de pouvoir poursuivre toutes ces personnes-là, même s'il a annoncé qu'il aura une mise en branle des structures engagées dans la lutte contre la corruption? Vous savez, moi j'ai aimé sa méthode. En politique, on dit avant d'entrevoir une révolution, la première chose à faire, c'est d'expliquer. La deuxième chose à faire, c'est d'expliquer. La troisième chose, c'est toujours expliquer. Il faut toujours préparer l'opinion avant les grandes révolutions. Je pense que le Premier ministre Sosé Ngondé a indiqué des pistes judicieuses. Et il faut le suivre. Nous ne pouvons plus accepter que les Gabonais prennent des sites entiers, des sites. Vous irez du côté de Mindoubé, vous verrez, dans certaines zones de Libreville, c'est des domaines. Je confirme. L'État ne gagne rien. Il y a des Gabonais qui cherchent des terrains. Certains ont des milliers d'hectares. Ils sont là au nom. On peut même en construire un quartier. Voilà. Tellement c'est grand. Il faut que ces gens-là payent. Il faut que ceux qui ont volé avouent d'avoir volé. Moi, je milite pour que le président tourne la page avec le passé en prenant une loi d'amnistie générale. Il faut qu'on punisse aussi ceux qui ont volé, monsieur Ntereto. C'est pas juste qu'ils vont avouer qu'ils ont volé, il faut qu'on commence à les punir. Parce que si tout le monde continue. Non, si tout le monde allez-y, voler, attention, c'est pas tout qui est dit et publié dans la presse. Vous savez que vous, la presse, vous vivez aussi d'un business, c'est la ventilation des mots qui vous sied pour titiller l'opinion. Hein? C'est votre business. Non, il faut choisir. Ceux qui gèrent l'État aussi ont des méthodes, des tactiques pour essayer d'aller tout doucement vers des solutions parfois assez fortes. Allez-y voir à la Cour des comptes le nombre de Gabonais mis en débat qui payent à voix basse. Mais je pense que ce que l'opinion veut aujourd'hui, comme ça s'est fait ailleurs, l'affaire Tapie en France, il y a eu des grands scandales. Il faut qu'il y ait des grandes mesures contre les auteurs de ces actes-là. Je reprends le problème de la Poste. Et puis, les opérateurs économiques qui sont chez nous. Moi, je n'ai pas compris pourquoi la BICIG, BGFI, toutes ces banques commerciales qui sont agglutinées à Libreville n'acceptent pas de céder à Postbank une partie de leur portefeuille pour traiter avec l'intérieur du pays. Ça aussi, je ne comprends pas pour une question de souveraineté. Parce que la Poste est installée dans tout le pays. Mais la Poste peut vendre cette activité, ces structures qui sont à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas confiance à la personne qui a la tête. Bon. Merci, monsieur Ntereto, qui était notre invité ce matin. C'est ça, Mosley. Mosley, il est resté sur le banc là. Il a l'habitude de revenir. Évidemment, on reviendra sur ces questions-là. Mais maintenant, la dernière question. Oui, on peut se le permettre. Oui, je m'étais avec Stéphane. La toute dernière question est de savoir, monsieur Ntereto, après tout ce qu'on a dit, est-ce que le gouvernement aura les moyens et les mains libres pour réellement amorcer l'accélération
du programme stratégique Gabon émergent? Le programme se poursuit. Les chantiers reprennent. D'autres avaient été arrêtés pour des questions que nous connaissons. La récession. Ce n'est pas le Gabon qui a décrété la baisse des prix. On a la récession des DGH. Maintenant, je vous ai dit, le Premier ministre a pris à son compte la révision objective d'un certain nombre de priorités. C'est-à-dire, compte tenu de nos moyens de l'heure, on va. Nous avons l'objectif de la CAN. Je vous informe qu'il y a des chantiers au niveau de l'embellissement de nos villes qui vont accueillir la CAN. Ça se fait. La question sur l'éducation, les gens veulent des salles de classe et tout, c'est bien. Et il y a des perspectives. Nous sommes en train de faire les travaux, le port de Ovendo se fait. Les voiries de Libreville ont été réalisées à l'intérieur du pays. Certaines parties de nos routes les plus importantes ont été réaménagées. Non. Je pense que le gouvernement aura les moyens. Le tout, c'est de savoir si le gouvernement aura suffisamment la discipline et la cohésion voulue pour que tout le monde va dans le sens indiqué par le chef de ce gouvernement, le Premier ministre. D'accord. C'est tout. Ok. Très bien. Merci, c'était donc Frédéric Territoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Rude pour l'horoscope des auditeurs et dire au revoir à notre invité. urbanfm.fm 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 D'Afresh Morning. urbanfm.fm